fait, la définition de l'économie sociale et solidaire, qui, surtout sur sa partie économie solidaire, fait appel aux mécanismes de production, d'échange, d'épargne et de consommation. Et là-dessus, on ne peut pas produire sans pour autant avoir les ressources nécessaires. Ça peut être votre propre capital social, mais ce n'est jamais suffisant. Il faut en ce moment que vous puissiez avoir l'apport externe d'un financement, soit d'un financement bancaire, soit d'un financement par la microfinance ou par des financements alternatifs. Et le terme du séminaire, c'est notamment les financements alternatifs et en l'espèce l'inclusion financière, qui consiste à faire de sorte que les populations exclues, et essentiellement les jeunes, les femmes, les ruraux et les petites et moyennes entreprises, puissent accéder à des financements et à des coûts abordables. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que l'inclusion financière est le principal vecteur de l'économie sociale et solidaire. Le taux directeur de la BCEAO est le plus faible dans l'Afrique, après le Maroc. Il est aujourd'hui de 2,5%, alors que le Maroc est à 2,25%. Donc ça me permet de revenir sur la problématique du financement, des taux d'intérêt de financement de l'économie sociale et solidaire, et notamment en tout cas de la frange concernée, principalement actuellement par la microfinance, mais il faudrait relever, et je pense que c'est nécessaire de le faire, que le secteur de la microfinance a besoin de ressources à des taux abordables. S'il n'a pas les ressources nécessaires, notamment des ressources concédées par l'État, vous avez vu tout à l'heure lors de la présentation l'exemple marocain, c'est les ressources à des coûts abordables qui peuvent permettre à la microfinance de prêter à des taux abordables. Les taux d'intérêt ne peuvent refléter que le taux de son propre financement. Et comme l'épargne n'est pas aussi élevée cela, l'épargne collectée par la microfinance, les SFD, les mutuelles comme on les appelle communément, il leur faut bien financer les besoins de la population, donc ils sont obligés eux aussi d'aller emprunter auprès des banques. Et donc c'est ça qui explique que les taux de financement peuvent paraître élevés, mais ils ne reflètent que le coût de leur propre financement. Et l'appel qui a été lancé, c'est qu'on puisse leur permettre d'accéder à des ressources à des taux abordables pour pouvoir prêter à la population à des taux abordables. Bancarisation au sens strict côté banque, évidemment la banque a des objectifs qui ne sont pas forcément une clientèle qui n'est pas très dotée en moyens financiers. Mais si vous prenez le taux de bancarisation au sens large, comprenant les institutions de microfinance qui ont contribué environ à un peu plus de 35% de Sénégalais adultes sont clients d'une institution de microfinance. Vous y ajoutez ceux qui détiennent des portefeuilles de monnaie électronique, vous avez encore à peu près 30%. Et quand vous mettez tout ensemble, donc avec le taux strict qui est le taux de ceux qui ont un compte bancaire ou un compte à la poste qui fait moins de 20%, vous avez au Sénégal un taux qui approche les 80%, si on enlève les doubles emplois. Donc, le taux de bancarisation strict, donc banque, est faible. Mais l'économie sociale et solidaire, ce ne sera pas par les banques. Ce sera forcément d'abord par les institutions de microfinance et la finance digitale. Et au niveau de la finance digitale, donc tout ce qui est innovation financière qui peuvent permettre de financer à moindre coût et rapidement des gens qui ont des besoins qui ne sont pas très élevés, notamment ce qu'on appelle les nanocrédits, notamment ce qu'on appelle le crédit digital. Les banques, on y comptera pour l'économie sociale et solidaire qu'à travers le financement des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries pour lesquelles la Banque centrale a lancé une initiative. Ça, c'est du côté des banques, mais surtout, 97% des entreprises du Sénégal étant du secteur informel, il faut essayer de les sortir de ce secteur à travers le financement des PME, PMI, et celles qui sont des très petites entreprises, le faire à travers les financements innovants. Ce que je disais tout à l'heure dans la salle, et c'est l'appel que j'ai lancé au ministre et l'ensemble des acteurs, il faut qu'on se mette autour d'une table pour qu'on ait une écoute et un langage franc entre nous. Les banques, les institutions de microfinance ne peuvent pas prêter sans pour autant prendre un certain nombre de garanties. N'oublions jamais qu'une institution financière prête l'argent de ses clients. Et il faut rendre l'argent du client, alors que le crédit, on part simplement d'une supposition, c'est qu'il doit être remboursé. Mais on n'a pas une garantie qu'il sera remboursé.
Donc effectivement, l'appel du président de la République pour que tout le monde se mette autour d'une table, que les institutions de microfinance puissent dire quelles sont leurs contraintes aujourd'hui pour ne pas pouvoir prêter à un taux d'intérêt qui ne reflète pas le coût de leurs ressources. Je pense que c'est un appel que moi-même je lance souvent aux acteurs de la microfinance et que je relaie souvent aussi auprès des ministres en charge de ces secteurs. Donc c'est un appel qui vient à son heure et nous le saisirons en relation avec tous les acteurs concernés. Oui, effectivement, et aujourd'hui, ce que nous avons présenté, c'est l'expérience marocaine, notamment celle du Fonds Jaïda, en matière de refinancement des organismes de microfinance au Maroc, qui font partie des mécanismes de financement de l'économie sociale et solidaire. Donc nous avons partagé toute l'expérience de Jaïda, ce que nous avons réalisé par rapport à cette thématique-là. Nous avons également présenté les réalisations du secteur de la microfinance au Maroc. Et ça a été un énorme plaisir de partager avec le Sénégal, qui est notre pays ami et frère, cette expérience enrichissante. Alors au Maroc, aujourd'hui, le secteur de la microfinance arrive à financer en permanence quelque chose comme 1 million de porteurs de projets, notamment les activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, il a une encours de prêt qui atteint 7 milliards de dirhams, c'est l'équivalent de 700 millions d'euros, à peu près 450 milliards francs CFA, qui est l'encours de crédit. Pendant ces 10 dernières années, le secteur a injecté près de 4 000 milliards francs CFA comme des financements de l'économie sociale et solidaire. Jaïda a participé fortement à ces réalisations. Jaïda, qui est le fonds spécialisé en refinancement des institutions de microfinance, a une part de marché de 21% de la dette du secteur. Aujourd'hui, ce secteur accompagne à peu près 50% des femmes qui sont la principale cible. Elle est également, la moitié des financements sont placés dans des zones rurales et nous finançons de l'agriculture à peu près à 16%, de commerce qui représente 50% de financement. Il y a également de l'artisanat qui représente 14% de financement. Bref, l'économie sociale et solidaire, c'est un domaine multisectoriel, donc qui touche toutes les populations vulnérables, tous les petits métiers, les activités génératrices de revenus, les petites coopératives. C'est vraiment essentiel pour le développement inclusif d'un pays. Merci beaucoup, merci. Et j'aimerais peut-être préciser que moi j'ai animé un panel sur la finance verte. La finance verte n'est rien d'autre qu'un outil pour favoriser une transition vers l'économie verte. L'économie en général, tout le monde sait ce que c'est, mais qui ont un impact sur le vécu des populations. La tendance maintenant, c'est vraiment la transition vers une économie verte. Et pour aller vers cette transition, il faut nécessairement privilégier les outils de la finance verte. Donc c'est l'objet aujourd'hui du panel que j'ai animé. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable quand même a ficelé un certain nombre de programmes, un certain nombre de projets pour un peu favoriser les emplois verts et favoriser un peu les outils qui pourraient permettre, n'est-ce pas, de faciliter le financement des activités économiques vertes. Déjà, nous avons en tout cas démarré un peu par une exploration des opportunités qui existent déjà. Parce que ça ne sert à rien de réinventer la roue. Il s'agit juste peut-être de voir ce qui se fait dans les autres pays, dans les autres continents. Et cette réflexion nous a permis d'élaborer un plan d'action qui est un peu articulé autour des actions à long terme et des actions peut-être à court terme. Et nous sommes en train de travailler sur la mise en place d'un fonds national pour le climat qui sera alimenté certainement par une fiscalité verte, comme pour donner corps aux instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République. Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur Abdou Karim Sall, nous a donné des instructions
pour travailler, n'est-ce pas, dans la mise en place de ce fonds national climat. Un autre outil de financement pour l'économie, c'est ce qu'on appelle les green bonds, c'est les obligations vertes. Vous savez que les obligations classiques étaient juste, en tout cas la mise en place des obligations classiques était juste assujettie à un besoin que l'État pouvait financer, qu'une entreprise pouvait financer, ou voulait financer. Maintenant, avec les obligations vertes, il faut nécessairement un projet qui a une dimension écologique très élevée, un projet qui exige un reporting permanent. Et nous travaillons dans ces obligations. C'est dans cette logique d'ailleurs que nous sommes en train de préparer un grand atelier de formation, n'est-ce pas, pour capaciter les administrations en émission d'obligations vertes. Parce que l'objectif à terme, c'est de mettre en place un comité des finances vertes au Sénégal pour pouvoir un peu dérouler le processus pour aller vers une économie complètement verte au Sénégal. Voilà, donc aujourd'hui je suis venue participer à ce forum en tant que modérateur d'un panel, un panel qui était donc dédié au cadre réglementaire et législatif donc sur l'économie sociale et solidaire. Et nous avons vu de très bonnes présentations qui ont montré un peu à partir donc de la composition essentielle de l'économie sociale et solidaire, qui sont les entreprises collectives, le concept même de l'économie sociale et solidaire, basé sur des valeurs que sont donc la solidarité, le partage, la cohésion et la démocratie. Et c'est important qu'on puisse donc, au niveau du Sénégal, penser à vraiment encadrer ce secteur, mettre en place donc les instruments juridiques qui pourront permettre de le développer, puisque c'est un modèle alternatif qui pourra donc permettre, à partir des valeurs qui sous-tendent cette économie sociale et solidaire, d'avoir donc un modèle alternatif à l'économie de manière générale. Et les valeurs que nous avons vues dans cette économie solidaire et sociale, je l'ai tantôt dit, en tant que physicienne, j'ai dit que j'ai vu ces valeurs-là dans même la cohésion et la solidarité qui existent dans les particules de l'atome. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est ça qui sous-tend la stabilité de l'atome. Si dans un atome, vous perturbez un des éléments, vous le rendez instable. Et donc, faisons en sorte que notre société soit solidaire, que nous soyons en cohésion dans notre société pour remettre l'homme au centre de toutes les politiques économiques et sociales.